Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a quitté Addis Abeba après avoir participé aux travaux du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur les grands enjeux du continent. Nous reviendrons par la suite sur les activités du président de la République en Éthiopie, un déplacement marqué par son engagement pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Les nombreuses décisions prises ont mis en lumière le rôle clé de l'Algérie dans l'avenir du continent. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience aujourd'hui le chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale de Chine. Il a été question entre autres de coopération militaire. Nous évoquerons dans quelques instants la procédure judiciaire française entreprise à l'encontre de Kamel Daoud. L'écrivain se retrouve rattrapé au cœur d'un scandale, une affaire qui interroge sur les dérives de certains auteurs et sur les stratégies qui les entourent. Dans notre page sportive, nous aurons du cyclisme avec la 6e victoire de l'Algérien Yassine Hamza décrochée aujourd'hui. Des arts martiaux avec la préparation de notre équipe nationale de Vinam Viet Vo Dao et du tennis avec le tournoi international ITF Junior J30 dont le coup d'envoi a été donné à Badjarrah. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre après avoir participé aux travaux de ce 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le président de la République a aujourd'hui participé aux travaux du 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient jusqu'à demain à Addis Abeba. Aux côtés des dirigeants africains et des responsables d'organisations internationales, Abdelmadjid Tebboune a participé aux discussions portant sur les grands enjeux du continent, notamment la réforme institutionnelle de l'Union africaine, les questions de paix et de sécurité, ainsi que l'intégration économique à travers la ZLECAf. Lors de ce sommet, la question des réparations historiques envers l'Afrique a également été abordée. Une étape, il faut le dire, concrète vers la réparation des torts historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples africains et les personnes d'ascendance africaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour prendre part à la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et puis revenons ce soir sur les activités du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Addis Abeba en Éthiopie. Un déplacement marqué par son engagement pour le développement et la stabilité du continent africain. L'Algérie a réaffirmé son soutien au mécanisme africain d'évaluation par les pairs avec une contribution financière et appuie la création d'une agence de notation financière africaine. Des décisions qui montrent une chose, c'est que l'Algérie est bel et bien présente dans les grandes discussions pour l'avenir du continent. Yasmine Massaoudi. Tout en réitérant l'engagement de l'Algérie à activer et à renforcer le rôle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour relever les différents défis, notamment la consécration de la suprématie de la loi, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que ces défis imposent aux pays africains de travailler dans un esprit de solidarité et de responsabilité pour surmonter les difficultés qui limitent la capacité du MAEP à atteindre les nobles objectifs pour lesquels il a été créé. أود هنا أن أؤكد مجددا التزام الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. Évoquant la situation financière critique à laquelle fait face ce mécanisme africain,
Et partant de l'engagement de l'Algérie à soutenir le MAEP, le président de la République a déclaré que l'Algérie a décidé de verser $1 million à titre de contribution pour soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. انطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1 مليون أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Le président de la République s'est également exprimé à l'occasion de la création de l'Agence de notation financière africaine, une avancée majeure pour le continent. Le président de la République a souligné que cette institution africaine est une voie vers plus de crédibilité et de positivité dans le domaine financier, réaffirmant l'engagement et le soutien de l'Algérie dans cette démarche pour atteindre les objectifs pour lesquels cette agence a été créée. نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم l'agence de notation لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص، واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز. La présence du président de la République à cette réunion témoigne de sa conviction que le MAEP est un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063, réaffirmant la contribution de l'Algérie à la consolidation de la stabilité et le développement sur notre continent africain. L'Algérie confirme une fois de plus son engagement pour l'Afrique. Le rôle du président de la République au sein du MAEP qui promeut la bonne gouvernance sur le continent a été salué. Et pour aller plus loin, l'Algérie met à la poche une contribution d'$1 million pour soutenir ce processus d'évaluation. Un geste qui illustre bien la volonté de défendre l'unité africaine et de favoriser une coopération solide entre les nations. Walid Sari et Esmina Saoudi. Les dirigeants africains des pays membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ont largement salué le discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune, soulignant le rôle central de l'Algérie et son leadership dans l'action africaine commune. Un discours inspirant dans lequel le président d'un pays fondateur de ce mécanisme a rappelé les grands principes qui ont guidé sa création. Nous avons été impressionnés par la déclaration du président Abdelmadjid Tebboune qui a salué le travail du MAEP créé par les chefs d'État pour assurer l'autocontrôle et la supervision mutuelle. La contribution financière de l'Algérie permettra de renforcer le rôle du mécanisme dans la coordination des efforts entre les pays africains, favorisant ainsi la coopération et l'intégration du continent. Nous apprécions son leadership en tant que président de ce forum. Ce fut un honneur pour nous et nous tenons à remercier l'Algérie pour la contribution d'$1 million, donnant ainsi un excellent exemple et nous espérons que d'autres suivront son initiative. Il a dirigé le sommet avec maîtrise et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien à ce mécanisme. Grâce à son engagement constant et à son rôle actif au sein du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'Algérie consolide sa position en tant que soutien majeur des principes de bonne gouvernance et de démocratie en Afrique. Un engagement qui reflète sa volonté affirmée de promouvoir l'intégration africaine à travers une coopération constructive.
Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Changriha, a reçu en audience aujourd'hui au niveau du siège de l'état-major de l'ANP le chef du département de développement des équipements de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine, le général d'armée Xu Xueqiang. Il a été question de coopération militaire, d'échanges stratégiques et du renforcement des liens entre Alger et Pékin. Adel Bouhams. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi par les honneurs militaires rendus au général d'armée Xu Xueqiang par des formations des différentes forces de l'armée nationale populaire. Au cours de cette audience, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde républicaine par intérim, des généraux-majors et des généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Aux côtés des membres de la délégation chinoise, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération entre les deux pays et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue au chef du département de développement des équipements de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine et à la délégation qui l'accompagne avant de rappeler le niveau des relations historiques qui lient les deux peuples frères et la volonté des deux parties à renforcer la coopération militaire entre les armées des deux pays. وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'occasion de votre visite en Algérie, qui constitue une nouvelle opportunité pour approfondir la coopération distinguée entre nos armées respectives. Je saisis également cette rencontre pour rappeler le caractère historique des relations entre nos deux pays, dès lors que la Chine a été le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Sur la base de ces faits marquants, les relations algéro-chinoises connaissent aujourd'hui des progrès notables et un essor croissant dans divers domaines, notamment militaires, et ce suite à la mise en œuvre des différents mécanismes créés à l'effet d'approfondir la coopération en accord avec la volonté des hautes autorités de nos deux pays à hisser ces relations au niveau de l'excellence. Le général d'armée a réitéré sa conviction en la possibilité de rehausser la coopération militaire au niveau escompté, au service des intérêts communs des deux parties. Enfin, je ne manquerai pas de vous souhaiter de nouveau la bienvenue en Algérie, en étant pleinement convaincu que la coopération militaire bilatérale atteindra, suite à cette visite, une nouvelle étape remarquable sur la voie de la consolidation de nos relations militaires pour leur conférer l'ampleur escomptée au service de nos intérêts communs et en accord avec la volonté sincère des dirigeants des deux pays. Pour sa part, le général d'armée Xu Xueqiang a fait part de sa joie de visiter l'Algérie, saluant le niveau de coordination et d'entente avec la partie algérienne concernant les sujets évoqués durant cette audience. À l'issue de cette rencontre, le chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine a signé le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. L'ambassadeur d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a remporté aujourd'hui une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour le poste de vice-présidente de la commission de l'UA.
avec un total de 33 voix. Madame Haddadi remplace la Rwandaise Monique Nsanza Bakanwa, dont le mandat est arrivé à terme après avoir vaincu la candidate marocaine, éliminée au 6e et avant-dernier tour et après le retrait des candidates libyennes au premier tour et égyptiennes au 3e tour. Juste après son élection, Selma Malika Haddadi a prêté serment. Elle est présentée par ses pairs comme une diplomate aguerrie qui cumule plus de 2 décennies d'expérience en faveur de la paix et de l'unité du continent. Excellencies, I wish to declare the results as follows. Her Excellency Ambassador Selma Malika Haddadi, 33. Lorsqu'on parle d'héritage colonial, on pense aux pertes, aux blessures et aux souffrances infligées à un peuple. Mais il y a aussi tout ce qui a été pris, pillé et arraché aux peuples africains. Des trésors d'une valeur inestimable qui se retrouvent aujourd'hui derrière les vitrines des musées français, là où l'on ne parle pas de spoliation mais de patrimoine, comme si l'histoire pouvait être effacée d'un simple coup de loi. Ayadahou et Badi Amarni reviennent sur ces faits pour la mémoire et la restitution. Ces pièces archéologiques d'une rare beauté exposées au musée de Paris sont des trésors anciens façonnés par des populations africaines. Elles étaient spoliées par les soldats français des pays africains colonisés par la France. Une fois qu'on dit regarde ce très bel objet-là, il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932 qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter. Dans cette histoire, qui est le voleur ? Les voleurs, c'est celui qui soustrait quelque chose de façon frauduleuse. Or, moi, je suis l'héritier légitime, héritier biologique, administratif, identitaire et culturel de ces patrimoines. La France prétend que ces pièces archéologiques spoliées sont devenues propriété française selon une loi promulguée sur mesure pour préserver ses intérêts et pouvoir garder ces pièces en tant que butin de guerre. Dans aucun musée du monde aujourd'hui, on peut trouver un titre de propriété vrai. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, ils ont fait aussi l'usage de faux. Ils ont utilisé des faux documents. Dans le cas de ces objets précis, leur histoire est extrêmement bien connue. On sait qu'ils proviennent d'un pillage militaire, mais on sait qu'ils sont venus donc dans des conditions sanglantes. On ne peut pas jouir de ces musées en ignorant complètement la face cachée, qui est cette face d'appropriation souvent violente. Pendant des décennies, la France coloniale a réservé un mauvais traitement aux Africains en perpétrant les pires crimes contre les populations africaines. Paradoxalement, elle a été séduite par le patrimoine africain qu'elle expose toute fière dans ses musées, visités par des millions de touristes par an. Aujourd'hui encore, la France continue de faire parler d'elle, mais sur un tout autre terrain. L'écrivain Kemal Daoud, prix Goncourt, qui a souvent pris des libertés avec l'histoire de ses origines, se retrouve cette fois rattrapé par une procédure judiciaire en France. Il doit répondre à une assignation devant la justice française, une affaire qui interroge sur les dérives de certains auteurs et sur les stratégies qui les entourent. Rina Lorari.
Déjà sous le coup d'une procédure judiciaire en Algérie, l'écrivain Kamel Daoud est désormais visé par une assignation en France. L'auteur du roman Houri, paru à la fin de l'été 2024, est au cœur d'une controverse après avoir été accusé par Saada Arben d'avoir utilisé son histoire personnelle sans son consentement. Un dossier judiciaire qui relance le débat sur les limites entre inspiration littéraire et appropriation du vécu d'autrui, mais surtout la bassesse d'esprit d'une personne qui a renié ses origines en tournant le dos au pays qui l'a enfanté. L'Algérie a tout donné à Kamel Daoud. Mais lui, qu'a-t-il donné à l'Algérie? Il a été dupé, peut-être par cupidité. Il dit « j'ai trahi mon pays, je suis un traître ». Eh bien, si la traîtrise vous porte bonheur, tant mieux. Je me dis que lorsqu'il s'éveillera, ce sera trop tard et l'éveil sera brutal. Cette assignation en justice, en fait, ce n'est pas sur le plan pénal, c'est sur le plan des intérêts civils. Daoud habite en Algérie, il a écrit son livre en Algérie, la victime est algérienne, les faits sont algériens, donc c'est la compétence du tribunal pénal algérien qui a bientôt fini son enquête. Dépassant le simple cadre littéraire, cette polémique soulève aussi des questions sur la loyauté, mais aussi sur les mécanismes qui orchestrent la mise en avant de récits cibles en Algérie. Aujourd'hui, alors que Kamel Daoud se retrouve pris dans la tourmente, ceux qui l'ont propulsé restent étrangement silencieux, laissant l'auteur seul face aux conséquences de ses choix. L'Algérie n'a jamais enfanté de lâche. Et si par malheur elle avorte d'un lâche, il vaut mieux qu'elle abandonne. Je crois que le monde entier aujourd'hui connaît l'usurpation et la supercherie de Kamel Daoud, qui n'est pas à son premier livre. Il a eu des écrits incendiaires contre l'État, contre les gens. Vous voyez aujourd'hui en France, pour 30 fois rien, on met les gens en prison et la liberté d'expression est complètement bafouée. Lui, il s'est exprimé en long, en large et en travers et personne ne l'a inquiété. Donc j'arrive à me poser la question: quel est le pays le plus démocratique des deux, la France ou l'Algérie? Ce procès remet en question les stratégies de certains milieux pour façonner un discours spécifique sur l'Algérie. Une bataille judiciaire qui pourrait bien dévoiler les rouages d'un système qui instrumentalise l'écriture au profit de gouvernements en perte de vitesse et qui ne sait plus sur quel pied danser. Le Sahara occidental, un territoire occupé, un peuple qui se bat pour ses droits. Une bataille qui se joue aussi devant les tribunaux. Dernier revers en date pour le Maroc, la justice européenne a réaffirmé que l'exploitation des richesses sahraouies sans le consentement de la population est totalement illégale. Une décision qui pourrait bien tout changer puisqu'elle met la pression sur les entreprises et les gouvernements européens. Ilham Achir et Rina Lourari. Les échecs se succèdent pour l'occupant marocain, tant sur le plan politique que juridique, face à une cause sahraoui qui ne faiblit pas. Dernier développement enregistré, l'alliance espagnole Summer Coalition, regroupant une vingtaine de partis politiques, a demandé à la compagnie Ryanair de suspendre les vols entre l'Espagne et Dakhla, ville sahraoui toujours sous occupation marocaine. Une décision appuyée par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre dernier qui a réaffirmé l'illégalité de toute exploitation des richesses du territoire sahraoui sans le consentement de son peuple. La société civile salue cette décision et demande à la Commission européenne de respecter pleinement les arrêtés de la Cour de justice de l'Union européenne. Une lueur d'espoir pour le peuple sahraoui et le Front Polisario qui doit être impliqué dans toute décision ou accord concernant le Sahara occidental. Le récent verdict rendu par la Cour a été vivement salué par plusieurs figures politiques, dont Tislim Sidi Tahlil, militante sahraoui et membre du parti Mas Madrid, qui a affirmé que les entreprises européennes doivent désormais tenir compte de cette décision et que l'enfreindre est synonyme de complicité avec l'occupation marocaine.
Cette escalade judiciaire et politique s'inscrit dans une stratégie plus large visant à resserrer l'étau sur le Marzen et à sommer les gouvernements européens à respecter les décisions juridiques internationales avec pour objectif ultime garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Lancement aujourd'hui de la production au niveau de la nouvelle laiterie à Rouiba, la première du genre en Algérie, avec une capacité de production d'1 400 000 litres de lait par jour. Cette unité assurera l'approvisionnement des wilayas du centre du pays, nous dit Yamina Saïdi. La laiterie de Rouiba, un projet stratégique aux dimensions économiques durables, s'étendant sur une superficie de 4 hectares avec une capacité de production d'1 million de litres par jour. Une réalisation accomplie en un temps record grâce aux efforts des compétences algériennes visant à relever les défis et les enjeux du secteur, tout en répondant en priorité aux besoins du secteur public et des consommateurs. Cette unité de pointe dispose d'équipements technologiques modernes, incluant des systèmes de recomposition et de pasteurisation de 80 000 litres par heure, ainsi que de 16 machines de conditionnement de 5 000 litres chacune. Cette unité, la plus grande du groupe Giplé, est dotée de systèmes technologiques de haute précision et respecte rigoureusement les normes de qualité exigées tout au long du processus de production. Pour vérifier la densité, l'acidité, la matière sèche, l'extrait sec total et l'extrait sec dégraissé, plus l'acidité. Voilà. Pour la microbiologie, vérifier toutes les bactéries, pathogènes, altérations et tout, par rapport à la réglementation algérienne, que ce soit le côté physico, la qualité bien sûr, pour la qualité de lait et la norme journal officielle. C'est une unité qui a été réalisée en un temps qu'on considère record, donc elle a été réalisée en 14 mois plus exactement. Cette nouvelle unité va permettre de produire 1 400 000 litres de lait jour, dont 1 million de litres de lait pasteurisé conditionné et 400 000 litres jour de lait stérilisé avec ultra haute température. La nouvelle laiterie, mise en service récemment, témoigne des efforts déployés pour renforcer l'approvisionnement du marché national en lait et garantir une disponibilité stable pour les consommateurs. Ça, c'est une des résolutions du Conseil des ministres sous la présidence de M. le Président de la République qui nous a orientés, même instruits, de doter la capitale d'une capacité de production de lait qui va répondre aux besoins sans interruption. C'est ce qui nous a ramené à réaliser ce projet dont la capacité réelle, elle est de 1 400 000 litres jour, dont 1 million on les subventionnait et 400 000 on les acheté à libre commercialisation. Ça renforce Alger et les wilayas limitrophes, ça donne de la sécurité en matière d'approvisionnement, ça donne de la sécurité au réseau de distribution d'être tout le temps alimenté et ça tranquillise le consommateur. À n'importe quel moment de la journée, il a le lait au niveau des zones de vente ou bien des commerces. Avec cette unité de production à la pointe de la technologie, l'Algérie franchit une nouvelle étape vers une autonomie laitière, assurant une offre continue et de qualité pour tous. 45 accords de partenariat ont été signés dans les domaines de l'industrie, de la construction et de l'exportation lors de la 7e édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'export d'Oran, qui s'est clôturé aujourd'hui au centre des conventions d'Oran. Une manifestation économique qui a vu la participation d'hommes d'affaires en provenance de plusieurs pays africains et asiatiques. Il s'agissait en fait, pour eux en tout cas, d'établir des relations commerciales avec des entreprises nationales et donc exporter nos produits. Yasmina Amari. La 7e édition du Salon international de l'investissement a révélé les nombreuses opportunités offertes par les secteurs de l'industrie, du BTP, de l'énergie et de la logistique. L'événement a mis en avant un environnement favorable aux affaires. La participation massive des investisseurs étrangers témoigne de la confiance en le potentiel de croissance du pays. La 7e édition est marquée notamment par la présence en force des groupes industriels publics. C'est la première fois depuis le lancement de ce salon. Nous souhaiterons que la synergie et la sous-traitance entre ces salons donnera naissance à des projets d'investissement
surtout dans la conjoncture actuelle, marquée par les facilitations accordées par l'État à l'acte d'investir. Nous souhaitons tisser de nouveaux partenariats avec les entreprises algériennes présentes ici et nous avons déjà rencontré un nombre non négligeable de ces sociétés. Donc nous sommes à notre 3e participation à ce salon qui offre une panoplie d'opportunités pour l'entreprise dans tous les secteurs. Donc on est là aussi pour voir d'éventuels partenariats. Saisissant cette opportunité, les sociétés nationales ont affirmé leur rôle pionnier dans l'économie. Misant sur l'innovation et l'amélioration continue de la qualité, elles ont démontré leur capacité à répondre aux exigences des marchés internationaux. Par ailleurs, le salon a mis en évidence l'engagement de ces entreprises en faveur de pratiques durables, notamment dans le secteur de l'industrie. S'appuyant sur des partenariats avec des investisseurs étrangers, les opérateurs économiques nationaux renforcent leur compétitivité en vue de placer leurs produits sur le marché international. On fabrique essentiellement les corps de chauffe, de l'installation de chauffage central et les éléments d'éclairage public. Malgré qu'on existe seulement depuis 3 ans, on a pu exercer plusieurs marchés extérieurs, surtout en Tunisie, en Libye et en Mauritanie aussi. Nous avons établi un partenariat en Mauritanie et en Tunisie, ainsi que signé un accord avec le Sénégal. Nous visons à nous développer sur les marchés africains, en particulier en Afrique de l'Ouest. Grâce aux encouragements de l'État sur le produit local, ce qui nous a permis de nous investir dans d'autres machines afin de combler le marché algérien. Donc également Tapis d'Or exporte vers l'Europe, le Moyen-Orient et le Canada aussi. En somme, ce salon international de l'investissement confirme l'attractivité du pays et offre de nouvelles opportunités de partenariats internationaux, renforçant ainsi la croissance économique nationale. Restons à Oran, mais cette fois avec le Salon national du livre qui se poursuit en présence de plus de 90 maisons d'édition nationale. Ce salon, sous le slogan Oran, la ville qui lit, fait partie de la série des salons du livre organisés à travers tout le pays et qui rassemble des spécialistes de la littérature et de la pensée. Yasmina Amali, toujours. Le salon du livre connaît un afflux remarquable de familles venues découvrir les merveilles littéraires. Parents et enfants arpentent les allées animées, feuilletant les ouvrages avec curiosité. Cet enthousiasme familial n'a pas manqué de ravir les écrivains présents. Enchantés de voir leurs œuvres captiver un public diversifié, l'événement nourrit l'espoir de promouvoir la lecture et de rapprocher les auteurs de leurs lecteurs. Pour une première, c'est vraiment magnifique. Il y a des gens qui viennent, il y a des familles, des enfants qui viennent, et surtout les enfants surtout. Ils s'approchent beaucoup plus des qasas, les contes soit en français, soit en arabe, soit en tamazight. C'est une série de salons du livre que le ministère de la Culture et des Arts a adopté comme stratégie afin de faire valoir le livre d'un côté et faire participer les maisons d'édition à cette festivité culturelle. J'ai fait cette visite en famille avec ma femme et de gosses pour 10 livres. Il y a tant de maisons. On veut bien que ça soit chaque année. Outre la richesse des stands, le salon du livre a su captiver l'attention des plus jeunes. Les enfants ont trouvé leur bonheur à travers des ouvrages colorés et des histoires fascinantes qui ont éveillé leur curiosité. Ça m'a plu. En fait, j'avais vu une histoire qui parle de la fourmi. C'est un dialogue entre la fourmi et le chameau. En fait, tu lis cette histoire, après il y a une bande dessinée, tu dois remplir avec tes mots ou comme tu veux. Je suis venue ici dans l'exposé des livres. C'est la première fois que je suis venue ici. Je voulais voir un peu de tout. Des livres de sciences, astronomie, physique. C'était une belle expérience. Les livres de sciences, par exemple, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Nous avons eu un grand flux vraiment intéressant de tout âge, et de la jeunesse,
des familles qui ont ramené leurs enfants. Et nous avons eu aussi la visite de gens même des wilayas environnantes. L'engouement suscité auprès des lecteurs confirme l'importance de tels rendez-vous culturels qui résistent au nouveau mode de lecture. Place à notre page sportive. L'Algérien Yassine Hamza a décroché aujourd'hui sa 6e victoire sur le Tour d'Algérie cycliste 2025 en dominant le sprint de la 7e étape entre Djelfa et Lerwat. L'athlète conserve ainsi le maillot jaune de leader avant la grande explication prévue demain. Sid Ahmed Bouraïb. Hamza Yassine a rapidement retrouvé le chemin de la victoire en remportant la 7e étape. Il totalise désormais 6 victoires sur 7 dans ce Tour d'Algérie 2025. كانت ليكيب تاعنا هي اقوى فريق وين قدرنا نخرجوا كاع لي زيكيب وين قدرنا نلونسيو بيان جوسكا لا فان اي درت سبرينت تاعي الاخراني فينال اللي قدرت نربح لا 6e étape de ce tour. Les coureurs prennent la direction de Lerwat avec la victoire en ligne de mire. Le vent souffle à 60 km/h, ce qui a rendu la course très rapide. L'Allemand Morissen s'échappe tout seul et prend jusqu'à 1 minute d'avance. Il franchit le premier sprint intermédiaire en premier. L'Italien Brankowski contre-attaque. Il sort du peloton et arrive à reprendre l'Allemand. À l'entrée de Lerwat, l'écart entre l'échappée et le peloton fond comme neige au soleil et le deuxième sprint est gagné par Brankowski. À 25 km de l'arrivée, le peloton ne forme plus qu'un seul groupe. Tout ce beau monde se dirige vers la ligne d'arrivée. Hamza Yassine est le meilleur au sprint et remporte l'étape en 2 heures 13 minutes et 30 secondes. Il reste aussi leader du général et du classement par points. Après avoir suivi l'endurance des cyclistes, place à la puissance et à la maîtrise des arts martiaux. L'équipe nationale de Vovinam Viet Vodao est en pleine préparation. Elle a fini ses techniques au centre sportif de Swedania. Il est question d'aiguiser ses réflexes, sa force et sa précision pour le championnat du monde prévu en août prochain à Bali en Indonésie. Maïssa Bouhala. Déterminés à porter haut les couleurs de l'Algérie, les athlètes visent une performance de premier plan lors des prochains championnats du monde prévus pour le mois d'août prochain en Indonésie. Nous sommes dans un groupe équipe nationale de 27 athlètes, situé de 9 filles. Toute l'équipe dans un état de préparation pour conserver notre titre. Actuellement classée 2e au niveau mondial, l'équipe nationale ambitionne non seulement à conserver sa place sur le podium, mais aussi de décrocher l'or. Mon objectif dans ce championnat du monde, c'est d'accrocher une médaille d'or, Inch'Allah. C'est pas facile, c'est vrai, mais Inch'Allah, le maximum à on dit Inch'Allah une première place sur le combat. C'est ma deuxième participation pour le championnat du monde. On est ici présent pour les préparations pour une Coupe du Monde, Inch'Allah, 2025. Et les entraîneurs sont là pour faire monter nos capacités physiques et techniques et pouvoir aussi les mondiaux, Inch'Allah. Malgré la pression qui pèse sur leurs épaules, les sportifs restent concentrés sur leur objectif ultime, triompher sur la scène internationale. Un défi de taille, certes, mais loin d'être insurmontable. D'ici là, ils disposeront du temps nécessaire pour peaufiner leur préparation et affûter leurs ambitions. Des tatamis au cours de tennis, l'effort reste le même, discipline et dépassement de soi. Le coup d'envoi du tournoi international ITF Junior J30 a été donné au tennis club de Badjarrah. Les phases de qualification se poursuivent jusqu'à demain, avant le début des tableaux finaux lundi. Un tournoi d'envergure qui réunit de jeunes espoirs venus de 17 pays. Sarah Dalbel. Habituée à organiser ce type d'événements internationaux, l'Algérie confirme une fois de plus son engagement.
dans le développement du tennis. Particulièrement cette année, nous avons permis à beaucoup d'athlètes d'intégrer le tableau qualif. Et l'objectif de cette action, c'est beaucoup plus pour leur permettre d'avoir des matchs d'abord d'un certain niveau, pour sortir de la routine. Et deuxièmement, c'est pour gagner des points et d'améliorer leur classement. Parce que quand il s'agit des tournois internationaux, surtout à l'étranger, et pour éviter de tomber dans un tableau directement avec des têtes de série, donc il vaut mieux avoir un classement pour éviter ce genre de confrontation. Prêts à relever le défi, les jeunes athlètes abordent ce tournoi avec détermination. Pour eux, c'est une opportunité idéale pour peaufiner leur préparation en vue des prochaines compétitions. C'est bien que l'Algérie organise des tournois comme ça, ITF Junior J30. حاجة ملاحة pour la préparation. demain عندي حنلعب. راني حابة نبروغريسي ونربح لي ماتش وحتكون une préparation pour le championnat d'Afrique. The organization is really good. L'organisation est parfaite, j'adore être en Algérie, les cours sont de très bonne qualité et les arbitres sont présents dans tous les matchs. The courts are really good, the balance and everything. I really like it. Je suis venue hier et c'est très beau. Il y a aussi la grande mosquée, on est passé devant, j'ai pris quelques photos. Et pour le tournoi, j'ai pas fait beaucoup de tournois, c'est mon 3e tournoi. Et là, je joue mon premier tour contre un Algérien. Un rendez-vous sportif de haut niveau à ne pas manquer, où les jeunes talents tenteront de briller sur la scène internationale. Mouloudia, Habibti, Hanounti. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Moi, ça va. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Jouer au tennis. Bye bye. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Amina Zeouf pour le journal de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous avec la suite de nos programmes.